Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce deuxième atelier de l'après-midi sur les questions de la mobilité. On va essayer de vous parler cet après-midi pendant environ 1 heure avec toutes les personnes qui sont aujourd'hui avec moi de mobilité partagée. Alors vous avez tous sûrement entendu parler de covoiturage, d'autopartage, de taxi partagé, de vélo partagé, de location de véhicules entre particuliers et bon nombre d'autres modèles. On va essayer un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne. On va également essayer de regarder comment ça peut se développer. Et enfin, interroger les collectivités présentes aujourd'hui, la CUB et le Conseil général, sur la prise en compte dans les politiques publiques. Alors, je vais, sur une première diapo, je ne sais pas si on peut me l'afficher, je vais présenter les personnes qui sont aujourd'hui avec moi. Ça devrait arriver, je pense. Voilà, donc je vais commencer par Christine Bost. Alors, peut-être vous passer un micro que vous présentez directement, c'est le plus simple. Donc, Christine Bost de la CUB et du Conseil général. Alors, je suis là au nom du Conseil général de la Gironde et donc je suis vice-présidente en charge des transports et de la mobilité durable. C'est l'intitulé exact de la délégation. Très bien, merci. Monsieur Clément Rossignol. Oui, bonjour. Donc Clément Rossignol, vice-président de la communauté urbaine de Bordeaux, élu à Bègles, en charge des déplacements doux et des mobilités alternatives. Donc il n'y a pas partagé dans le titre de la délégation, mais il y a des vrais morceaux de partage et collaboratifs dedans. Gabriel Plassa. Merci, bonjour à tous. Donc, ingénieur à l'ADEME en charge du sujet de la mobilité, également des sujets de prospective dans le transport de personnes et le transport de marchandises également, et des questions énergétiques. Ensuite, Camille Henry. Camille Henry, responsable communication de Drivey, qui est une plateforme de location de voitures entre particuliers. Et pour terminer... Bonjour, Nicolas Guenreau, je suis le directeur de la coopérative Autocool sur la CUB, qui compte 51 voitures pour à peu près 1300 usagers, et également l'un des co-gérants du réseau national France Autopartage, qui permet d'avoir accès à une quinzaine de villes, avec 800 voitures et 15 000 utilisateurs. Merci. Alors dans un premier temps, ce que nous souhaiterions faire pour mettre un petit peu tout le monde à niveau sur ces questions de mobilité partagée, c'est vous expliquer un peu quels sont les différents modèles, comment est concernée la région Aquitaine. On parlera de Bordeaux, on parlera un petit peu de ce qui se passe au Pays Basque, en Béarn, etc. Et ensuite, on viendra poser beaucoup de questions à nos intervenants. Et ce que l'on vous propose, c'est que les questions du public et les questions, on m'a dit, de Twitter, donc des internautes, on essaiera de se garder environ 10 minutes à la fin de cet atelier pour essayer de réagir à ces questions. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, comme je vous le disais en très brève introduction, aujourd'hui dans le domaine de la mobilité, alors c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même de nombreuses années que ça existe, mais les modèles commencent à être de plus en plus variés. On peut partager beaucoup de choses. Le partage le plus connu aujourd'hui, je pense que c'est le covoiturage, notamment par certains sites qui sont très présents sur le marché comme covoiturage.fr, avec quasiment 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Le covoiturage, c'est quoi? C'est pas partager un véhicule, c'est partager un trajet. Donc c'est quelque chose qui est en train d'énormément se développer en France. Ça se développe même tellement qu'aujourd'hui, sur certaines destinations, ça fait concurrence au train. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on parle de mobilité partagée. Le deuxième élément, quand on parle de mobilité partagée, qui est particulièrement présent sur les territoires, c'est l'autopartage. Alors l'autopartage, c'est quoi? C'est partager, c'est mettre à disposition des véhicules. Alors il y a plutôt plusieurs types d'autopartage. Il y a des autopartages classiques, alors Nicolas nous en parlera de manière beaucoup plus approfondie tout à l'heure. C'est Autocool par exemple à Bordeaux, c'est une mise à disposition de nombreux véhicules que l'on partage, que l'on peut utiliser selon différentes spécificités, mais tu nous en parleras je pense après. Il y a également un deuxième type d'autopartage qu'on pourrait plus appeler la location de véhicules, c'est la location de véhicules entre particuliers. Alors il y en a de nombreux qui existent, Citizen Car, Drivey, j'en passe et des meilleurs. Drivey est aujourd'hui avec nous, donc Camille pourra nous expliquer un petit peu tout ça. On partage également des vélos. Alors pour les gens qui habitent à Bordeaux, tout le monde connaît le système maintenant VCube qui est installé
sur Bordeaux depuis quand même pas mal d'années et qui fonctionne plutôt très bien. On partage également, alors ça c'est peut-être un petit peu plus récent, on partage les taxis. Le taxi, mode finalement de déplacement qui est quand même un mode de déplacement collectif, commence à se partager. Alors il y a de nombreuses initiatives qui commencent. Citizen Mobilité autour de Paris, il y a même Taxi G7 qui commence à en faire. Donc c'est quelque chose qui avance vers le partage également. Et enfin, on partage son parking. Alors ça, c'est aussi assez récent, enfin en tout cas en France. Ça a débuté depuis pas mal de temps aux États-Unis. L'idée, c'est de partager sa place. On ne l'utilise pas forcément beaucoup et il y a des périodes de la journée où il est utile de pouvoir la partager avec d'autres personnes. Donc ce que l'on peut voir par ces différents modèles ou ces différents aspects, c'est que le partage et la mobilité, en tout cas ces deux éléments, se marient plutôt bien. Il y a encore quelques temps, il n'y avait que le partage de trajet ou le partage de vélo, et les modèles sont de plus en plus variés. Donc on avance vers des choses de plus en plus complexes aussi à gérer, mais de plus en plus variées, donc c'est intéressant pour le grand public. Alors, ça c'était pour faire très vite sur qu'est-ce que le partage. Alors, comment cela se traduit sur le territoire ? En Aquitaine, alors les modèles les plus connus, et là tout à l'heure on interrogera les deux élus qui sont présents avec nous, c'est peut-être Bordeaux ou autour de Bordeaux. Donc c'est Autocool, qui est un système d'autopartage classique. Bientôt l'arrivée d'un service One Way, qui est le service de Bolloré, qui s'appelle Blue Cube. Donc vous avez dû en entendre parler, je pense, dans la presse. Je pense qu'on posera également quelques petites questions là-dessus tout à l'heure. Il y a une expérimentation de location de véhicules entre particuliers qui est lancée à Bègles, donc Clément Rossignol nous en parlera. Et enfin, donc, le système V-Cube sur la Cube et le système de vélo en location aussi de la mairie de Bordeaux, dont le vélo vient d'être redesigné par Stark, donc il y a eu pas mal de communication là-dessus il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est plutôt tout ce qui se passe autour de Bordeaux. Donc on voit quand même que l'actualité de la mobilité partagée sur Bordeaux est quand même extrêmement dynamique, ce qui est plutôt une très bonne chose. Si on descend un petit peu plus dans les départements au sud, donc le Béarn propose aussi des modèles de mobilité partagée via une délégation de service public, du vélo partagé et de la voiture partagée à Pau, donc dans l'agglomération paloise. Au Pays Basque, il commence à y avoir des locations de vélos par les différentes communes de l'agglomération. Donc c'est quand même des systèmes qui aujourd'hui sont vraiment débutent à peine, donc les modèles ne sont pas encore très, très affirmés. Et en fait, dans les départements également, de nombreuses actions de promotion et d'aide au développement du covoiturage. Donc le département de la Gironde particulièrement, donc Madame Boss pourra nous en parler tout à l'heure, mais également le 47, le 40, donc les Landes et les Pyrénées-Atlantiques qui, grâce aux actions des conseils généraux, dans les politiques publiques de mobilité, viennent à promouvoir le covoiturage sur des échelles locales, ultra-locales, voire départementales. Donc, tout ça pour dire que, sur la première diapo, je vous disais, la mobilité partagée, c'est en train de vraiment se développer sur les territoires. Et l'Aquitaine est concernée, et d'ailleurs non pas qu'à Bordeaux, mais vraiment même sur les départements moins urbanisés, moins denses en termes de population. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément. Ça, c'était pour vous faire un petit topo avant d'entamer nos grandes discussions. Alors, ce que je propose en termes de questions et de débats, alors des débats qui seront ouverts et tous les intervenants pourront répondre, c'est d'abord s'intéresser dans un premier temps, on va dire peut-être à l'effet un peu écologique, c'est-à-dire le partage de la mobilité. À l'origine, c'est quelque chose d'individuel, donc c'est nous qui allons avoir une action de partage, et ça a des effets collectifs qui sont bons pour l'écologie. Donc c'est moins de CO2, etc. etc. Donc je voudrais qu'on discute un petit peu de ça. Le deuxième élément, c'est la deuxième question, volonté de partage ou système D en temps de crise. Est-ce que la mobilité partagée, c'est un élément de contexte, parce qu'on est dans une période de crise, que les finances publiques sont moindres, que les gens ont moins de pouvoir d'achat, que les gens veulent partager. Ça, c'est un deuxième élément, donc c'est plutôt touché à la question économique. Troisième élément, est-ce que l'on vient substituer les offres actuelles ou est-ce qu'on vient rajouter une offre nouvelle pour la population ? Donc ça sera un petit peu interroger la question de la multimodalité, donc plutôt de la technique transport. Le rôle du numérique, le numérique, s'il n'était pas présent, toutes ces offres-là auraient bien du mal à décoller. Et enfin, le positionnement des collectivités sur ces différentes mobilités partagées. Donc voilà, je vous ai dressé un petit peu toutes les questions que l'on voulait essayer de se poser. On va essayer d'y répondre, c'est encore mieux. Alors, sur la première question, j'aurais bien voulu avoir l'avis de Gabriel Plassa, donc Gabriel Plassa de l'ADEME,
sur la question des effets de la mobilité partagée sur l'écologie, sur le développement durable, etc. Comment ça fonctionne? D'accord, merci. Effectivement, on partage un véhicule. D'abord, on l'a dit juste avant, alors de Blablacar l'a dit juste avant, pour des raisons individuelles, c'est-à-dire pour des questions économiques, pour que ça coûte moins cher. On partage son véhicule ou on accède à un véhicule partagé. Donc, qu'est-ce qui est en train de se jouer ici? En fait, c'est qu'on a des bénéfices collectifs qui sont des conséquences collatérales, qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas ce qui est voulu au départ. Ce qu'on observe quand même, c'est que ces pratiques de partage conduisent à la multimodalité, c'est-à-dire à l'usage de plusieurs modes de transport. Et c'est là où il y a un effet vertueux, c'est la pratique et l'expérience finalement de plusieurs modes de transport qui va conduire ensuite à des bénéfices environnementaux. Le remplissage moyen en France des voitures, c'est 1,2 personnes par voiture. Le covoiturage, les données qu'on a avec Blablacar, on est à plus de 3. J'ai fait un petit calcul, si on était à 2 au lieu de 1,2 en moyenne en France, c'est équivalent de 20 ans de progrès technologique. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles gagnent à peu près 1% de consommation par an. Si on prolonge ça sur 20 ans, ça donne un gain. Si on met 2 personnes par voiture, c'est équivalent. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre 2 personnes par voiture en moins de 20 ans? C'est ça la question. Donc, ces pratiques, ces systèmes et ces services permettent de beaucoup mieux utiliser en fait un objet qu'on utilise très mal, qui est l'automobile. Et l'automobile, si on l'utilise mieux, n'est plus à ce moment-là l'ennemi du transport collectif, mais c'est un mode de transport complémentaire qui est tout aussi performant. Alors finalement, quand il n'y a pas très longtemps, on discutait avec Frédéric Mazella, donc le fondateur de covoiturage.fr, qui maintenant s'appelle Blablacar, parce qu'ils sont en train de se développer à l'international, disait finalement, de manière tout à fait humble, on ne fait que rattraper en fait une erreur du passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est presque aberrant que, comme vous le dites à juste titre, nous ayons 1,2 personnes par voiture, c'est-à-dire en gros une personne, quoi. Donc finalement, on rattrape juste effectivement, une erreur de l'histoire. On a un dispositif qui permet d'améliorer l'usage de cette technologie et donc progressivement d'expérimenter, et c'est là où le numérique a un sens, enfin, on le verra petit après, mais il facilite l'expérimentation. Et de plus en plus. Et il le fera de plus en plus et de mieux en mieux. Ça devient plus facile d'expérimenter, d'essayer quelque chose d'autre. Une fois qu'on l'a expérimenté, on se dit c'est pas si mal. On le répète. Et ça décale soit l'achat du véhicule, soit ça retarde son renouvellement. Et c'est ça qui a des conséquences après sur, par exemple, des offres commerciales ou des pratiques industrielles de certains constructeurs. Sur Rossignol. Oui. Je vais me permettre de rebondir sur l'exemple que vous donnez sur le covoiturage par un exemple sur l'agglomération, qui est la rocade bordelaise. Donc on a fait des comptages de taux de remplissage des voitures sur la rocade, on est à 1,2. Donc finalement c'est la moyenne nationale. Et donc on a estimé que 1,2 c'est quoi? C'est 5 voitures. Dans ces 5 voitures, il y a 6 personnes transportées. D'accord? Et donc si on est en capacité non pas d'arriver à 2 par voiture, là c'est un Graal, mais d'arriver simplement à un peu plus d'1,2, c'est-à-dire 5 voitures, 7 personnes transportées. D'accord? Donc on rajoute une seule personne. Donc ça fait une diminution de 15% à peu près de circulation sur la rocade. Ça supprime l'ensemble des bouchons sur la rocade hors accident. Et c'est l'effet équivalent en termes de fluidité de trafic qu'aurait eu le grand contournement autoroutier de Bordeaux qui avait été estimé à plusieurs milliards d'euros. Donc on voit bien que ça a des effets très forts d'un point de vue financier pour l'État et les collectivités territoriales, et puis environnementaux. Là, une des critiques du grand contournement autoroutier de Bordeaux était une critique environnementale. Donc là, on voit bien que l'usage de la voiture, qui devient vraiment un outil de la mobilité pour les collectivités territoriales, est très fort. Simplement, il faut être en capacité de donner envie et donner les moyens aux Bordelais et aux Bordelaises de partager leur voiture. Et là, c'est l'enjeu. Et effectivement, alors, il y a un programme national, le véhicule 2 litres au 100. Eh bien, il faudrait un programme national, 2 personnes par voiture. Les gains sont du même niveau, ils sont même beaucoup plus puissants, puisqu'on peut le faire sans doute beaucoup plus vite, mais ça demande des innovations sociales, économiques, politiques. Donc, pour conclure sur la rocade, pour ajouter un petit point, donc des travaux ont commencé, hein, vous avez vu sur la rocade d'élargissement pour l'ouest de la rocade, mise à 2 fois 3 voies.
Mais en même temps, ce qui a été décidé, c'est que cette troisième voie de la rocade serait réservée et serait dédiée au covoiturage, à l'autopartage et au transport en commun. Donc c'est un moyen, à nos yeux, de donner un avantage aux covoitureurs pour bien développer la pratique. Donc on essaie de trouver aussi des moyens aussi en dur, en tuyau, sachant que, à mon avis, c'est quand même les enjeux pour vraiment développer le covoiturage, c'est plutôt des incitations financières, donc fiscales, donc c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Donc finalement, ce que vous nous dites, pour essayer de résumer un peu, c'est que le covoiturage en plus, si on parle que du covoiturage là tout de suite, permet peut-être de remettre à plus tard, ou en tout cas de ne pas envisager des mesures d'infrastructure, si finalement on optimise l'existant. C'est quand même une logique aujourd'hui qui est beaucoup avancée par de nombreux spécialistes, que ce soit sur le ferroviaire, sur les routes. Ça nous permet quand même une optimisation réelle de ce que l'on a fait jusqu'à présent, finalement. Ça, c'est vrai. Et en plus, ça fait expérimenter la dépossession exclusive de sa voiture. Et ça, c'est un point clé. Si on veut être multimodal, il faut avoir expérimenté la dépossession exclusive. On n'est plus possesseur exclusif de sa voiture. Donc ça va vers le covoiturage, et puis après ça ouvre vers l'autopartage et vers d'autres pratiques de mobilité. Et ça, c'est essentiel. Alors sur l'autopartage, justement, une question que j'aurais posée à Nicolas Gannereau. Là, on parle des effets collectifs bénéfiques. L'autopartage aussi, vous allez me donner les chiffres, mais une voiture en autopartage, ça évite beaucoup d'encombrement sur l'espace public et de place prise par l'automobile sur l'espace public. Ça aussi, c'est un effet bénéfique. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les effets de l'autopartage sont moins évidents à comprendre parce que bon, le covoiturage, c'est assez évident. L'autopartage, on nous pose souvent la question, mais que je fasse un trajet avec ma voiture ou une voiture autocool, ça ne change rien. Et en fait, ça change beaucoup de choses déjà par rapport à l'espace public utilisé. C'est-à-dire que le premier levier de l'autopartage, c'est de remplacer des voitures individuelles sur la chaussée et donc d'être une vraie réponse aux voitures ventouses en ville. Vous faites le calcul dans la rue, vous prenez une rue, vous comptez 9 voitures et vous dites que ces 9 voitures peuvent être remplacées par une voiture partagée. Et à ce moment-là, il y a un effet énorme sur la rue, l'espace public, pourquoi on n'a plus d'enfants qui jouent dehors, pourquoi on a moins d'espace vert, etc. Et on s'est aperçu que petit à petit, on a développé un système où l'ensemble des rues sont vues comme des flux automobiles et des flux de stockage. Donc il y a un levier énorme qui est une voiture partagée remplace 9 voitures individuelles. Et puis ensuite, il y a des effets secondaires de type diminution du nombre de kilomètres parcourus en voiture. Le Français moyen fait 12 000 km en voiture, par des changements de vie, par des changements de travail, par des changements de domicile, il peut réduire à 5-6 000. Et quand il est à 5-6 000, il vient à l'autopartage et il baisse à nouveau de 41% son nombre de kilomètres parcourus. Pourquoi ? Parce qu'il arbitre. Lorsqu'on est propriétaire d'un véhicule, on n'arbitre plus. C'est-à-dire que notre intérêt économique, c'est de l'amortir, de l'utiliser, de l'utiliser, de l'utiliser. L'autopartageur va prendre la décision de prendre le TER pour aller à Arcachon au lieu de prendre une autocool. Donc il va beaucoup moins utiliser la voiture et surtout il va rationaliser l'usage. Et le troisième levier qui va avec les politiques publiques de mobilité, c'est le report modal. C'est-à-dire que moi on me questionne souvent avec surprise, on me dit mais vous n'êtes pas venu en autocool ? Mais non, parce que justement on utilise l'autopartage en dernier recours, quand la marche, le vélo, le tram, le bus, le train, le taxi, etc. sont inopérants. Du coup, on a un report modal vers des investissements lourds, publics, des milliards d'euros investis dans les trains et les trams, et l'autopartage permet ça. Donc, ce qui veut dire que sur cette première réflexion que l'on essaye de mener, on a un premier effet d'optimisation, on va dire, financière pour les collectivités publiques, d'infrastructures que l'on n'a peut-être pas besoin tout de suite, en tout cas, d'investir. Il y a un effet bénéfique, donc écologique, par le fait que l'on mutualise des déplacements. Il y a aussi un effet bénéfique sur l'espace public. Au final, on n'a quand même que des effets bénéfiques à partager. En tout cas, là, on est quand même resté sur la question de la voiture, à partager déjà juste la voiture. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ce qui me fait basculer sur la deuxième réflexion que l'on peut essayer de mener. On pourra revenir de toute façon sur ces aspects écologiques dans un deuxième temps. Est-ce que finalement, tout ce que l'on dit aujourd'hui ensemble, c'est quelque chose juste de contextuel parce qu'on est dans un contexte de crise? Est-ce que c'est quelque chose de durable qui va peut-être... c'est le début d'une nouvelle expérience de mobilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien entendre particulièrement deux personnes. C'est le retour d'expérience de ce que fait Drivey
en termes de location de véhicules entre particuliers, parce que ça va nous montrer un petit peu quels sont les profils des gens, pourquoi est-ce qu'ils vont partager leur voiture, qu'est-ce que ça leur apporte, etc. Et puis peut-être après, un petit peu les profils des gens qui prennent des véhicules en autopartage, et pourquoi pas, Monsieur Rossignol, sur les gens qui utilisent les vélos à Bordeaux et la façon de partager les vélos à Bordeaux. Enfin, normalement, très bien. Si on peut afficher là, super. Alors on dit souvent que la location de voitures entre particuliers, c'est système D, c'est la débrouille. Alors on en parle comme ça parce que finalement le contexte a fait que les journalistes en parlent comme ça, c'est un angle d'attaque intéressant. Mais en fait, quand on regarde qui sont nos utilisateurs, on se rend compte que d'une part, les locataires sont attirés certes par les prix, avant tout, parce que c'est avantageux, on est en moyenne 40% moins cher qu'une location de voiture traditionnelle. Mais ensuite, il revient pour la qualité du service. C'est pas bas de gamme, c'est pas de la loc au rabais, c'est vraiment, on revient pour la qualité. En fait, il y a 4 motivations. D'abord, la proximité. Rien qu'à Bordeaux, là, il y a 252 voitures qui sont à Bordeaux, dont 144 autour de la gare à 5 km. C'est quand même beaucoup. Là, si vous regardez autour de nous, il y a 4 voitures, 4 propriétaires autour du Rocher de Palmer. Et c'est vrai que les locataires, pour eux, c'est un énorme plus, c'est qu'ils peuvent trouver une voiture au coin de la rue. Ils sortent du travail, ils vont chercher la voiture. Et notre objectif vraiment, c'est qu'il y ait une voiture à tous les coins de rue disponible par un propriétaire. Donc c'est un énorme plus et c'est ça que recherchent les locataires en partie. Il y a le côté flexibilité des horaires. Imaginons, je viens de Paris, je veux faire un week-end à Bordeaux. Je prends mon train après le travail, j'arrive à 10h le soir, et j'ai un propriétaire qui va m'attendre avec la voiture. À 10h15, je suis partie. Et ça s'est fait super rapidement et je suis tranquille. Si j'avais fait une loc traditionnelle, j'aurais dû aller à l'agence, j'aurais fait la queue. L'agence n'aurait pas été ouverte à 22h, j'aurais dû prendre ma demi-journée pour partir plus tôt. Donc c'est une motivation supplémentaire. Après, il y a l'accueil, une petite photo d'un propriétaire et d'un locataire. Voilà, souvent, on voit dans les évaluations des locations, on nous dit il est super sympa, il nous a laissé son GPS, son parapluie. C'est des choses idiotes, mais ça fait vraiment plaisir. Ouais, le siège bébé, il a laissé un petit guide de la région pour les vacances. Et c'est quelque chose qui est souvent dit par les locataires. Et après, le côté convivial, on fait des rencontres. Et cet échange vraiment direct de 2 personnes qui discutent et qui nouent un lien qui n'a rien à voir avec un échange purement commercial qu'on peut avoir dans une agence, par exemple. Après, du côté propriétaire, là, pareil, il s'inscrit d'abord parce qu'on lui dit qu'il peut avoir un complément de revenu. C'est intéressant, je vais rentabiliser ma voiture. C'est une sorte d'intelligence économique qui fait, voilà, je ne me sers pas tout le temps de ma voiture, donc je vais la louer à des gens et je vais gagner un peu de sous, ça va me permettre de l'entretenir. Mais après, ils restent parce que ça leur fait plaisir de commercer avec des gens et de rencontrer des gens. Et notamment ce que disait ce matin Rachel Botsman, ce côté mini-entrepreneur. Je gère mes locations, j'améliore mon service, j'essaye de remonter dans le classement sur le site parce que j'ai des bonnes évaluations. Et les gens sont ils contrôlent ça et ils sont assez contents. Moi, on me dit souvent au téléphone, j'ai acheté un GPS, comme ça mes locataires, ils sont encore plus contents. Et ils disent, je rends service et ça me fait vraiment plaisir. L'autre jour, on avait sur Facebook quelqu'un qui disait, je ne sais pas combien j'ai gagné d'argent, mais j'ai rendu service à une bonne dizaine de personnes. Et c'est vraiment le cas de la plupart des propriétaires qui sont super contents. Ils rencontrent des gens, ils rendent service et voilà, ils font plaisir. Et c'est cette dimension-là qui est, c'est pas du système D parce qu'il y a un vrai service. C'est une volonté, pas de partage parce que c'est pas du bénévolat, mais c'est une volonté de commercer ensemble, d'échanger et de faire quelque chose d'économiquement intelligent avec des gens en direct. Donc finalement, ce que vous nous dites, c'est que peut-être que la crise on va dire le contexte économique a favorisé le développement de ce type de service, mais que finalement, une fois qu'il est installé, ça plaît à tout le monde s'y retrouve, que ce soit le propriétaire ou le locataire, et donc au final, ça perdure. Donc c'est peut-être pas quelque chose qui va s'arrêter une fois l'effet crise terminé, si un jour il se termine. Non, au contraire. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Nicolas Gannereau, sur la
la façon d'utiliser l'autopartage, est-ce qu'on peut dire autopartage classique? Quels sont les retours? Il y a une enquête nationale, il me semble, qui a été menée par France Autopartage cette année. Des résultats intéressants. Oui, tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut expliquer la différence entre les différentes formes d'autopartage, parce que c'est peut-être pas très évident. Autolib sur Paris, c'est des trajets de 1 demi-heure à 40 minutes pour 5 à 10 km. Autocool sur Bordeaux, on est sur des trajets moyens de 5-6 heures, 70 km. Et sur Drivey ou l'autopartage entre particuliers, on est plutôt sur des trajets de 3-4 jours, c'est ça, enfin, donc c'est plutôt donc il y a une complémentarité des modes, et chaque usage a ses spécificités. Alors, nous, le profil de l'utilisateur, c'est plutôt quelqu'un qui a plus de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, malgré l'attrait du smartphone, il y a toujours cette volonté de rite initiatique du passage à la voiture qui est encouragée par les parents ou les grands-mères ou les grands-pères qui donnent une bagnole ancienne au jeune homme ou à la jeune fille. Donc entre 18 et 30 ans, il y a souvent l'apprentissage de la voiture, et après on fait les calculs et puis on s'aperçoit que c'est pas si marrant que ça. Et quand on interroge les gens sur le côté pratique, économique ou écologique, le côté écologique arrive bien derrière. C'est-à-dire que le côté écologique, c'est ce qui va permettre c'est la cerise sur le gâteau qui va permettre de parler un petit peu et de faire le malin, mais au départ, c'est surtout un côté pratique et économique. Pratique parce que je n'arrive plus à garer ma voiture dans la rue. J'habite dans des centres urbains très denses et que je tourne, je deviens fou, et une fois que j'ai posé ma voiture, je ne la reprends plus. Donc du coup, c'est complètement délirant parce que je suis propriétaire d'un objet qui a nécessité une énergie grise de 35 000 km au niveau de la fabrication. Je l'ai acheté et ensuite je peux tellement pas la garer que je m'en sers plus. Donc du coup, il y a un moment où on se dit, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un véhicule? Après, il y a le côté économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilise de moins en moins le véhicule, vu qu'il y a 80% de charges fixes sur une voiture, il y a le côté économique qui arrive. Et donc nous, on récupère des usagers beaucoup au moment des ruptures de type « ma voiture est en panne », et se pose la question de l'achat ou pas. Donc au final, ça donne des gens de profils très différents. Pour caricaturer, parce qu'il faut toujours faire un peu de caricature, on va avoir des gens qui auraient les moyens de s'acheter 3 4x4 et qui veulent avoir un comportement différent, et on a des gens qui viennent à l'autopartage pour des raisons purement économiques. Donc finalement, ce que l'on peut, sur ces deux systèmes qui sont quand même très différents, on voit que c'est peut-être à l'origine un peu du système D, mais qui se conforte et qui finalement on se dit ça fonctionne, c'est plutôt pas mal, et ça me permet soit d'abandonner ma voiture, soit de ne pas en acheter une deuxième, soit, comme vous le disiez, elle est en panne, voilà, je la laisse. Donc peut-être que ça va s'inscrire dans la durée. Ça, c'est sur la voiture, qui est quand même quelque chose de particulier parce qu'on le possède et peut-être qu'on le re-questionne. Sur la question du vélo, si on parle un petit peu, parce que je ne voudrais pas que ce soit trop orienté sur l'automobile, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autres modèles qui se partagent. Sur la question du vélo, à quoi ça correspond ce nouvel usage du vélo partagé? Pourquoi les gens utilisent aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours là-dessus, je pense, le vélo partagé, que ce soit le vélo de Bordeaux ou le vélo de la Cube? Alors, moi j'ai plus les chiffres, les analyses du V-Cube, du vélo de la Cube. Pourquoi ils l'utilisent? Parce qu'ils en ont envie. En fait, c'est un beau vélo. On a fait un effort de dessin, on les a habillés, des belles jupes. On a fait aussi un effort avec TBC, la société qui les gère, un effort d'emplacement des stations. Donc, c'est pas un publicitaire qui gère le service, mais c'est un spécialiste des transports, de la mobilité. C'était inclus dans la délégation de service public, transport en public. Donc, c'est vraiment en intermodalité avec le tram et le bus. Donc, ça, c'était une nouveauté en 2008 quand ça a été mis en place. Mais surtout, la première raison, c'est parce qu'on a donné envie. On a fait un effort de communication et de marketing. Et donc, pour la plupart, ce sont des gens, ce qu'on pense, en tout cas une grande partie, qui se sont mis à faire du vélo grâce au V-Cube, alors que même si on avait été jusqu'à leur donner un vélo, eh bien le vélo, il l'aurait pris, gratos, je prends, mais ça aurait fini dans une cave ou, pour la plupart, ou sur un balcon, et ça n'aurait pas servi. Alors que là, comme il y avait un effet un petit peu de mode, le bouche à oreille, il y a eu du teasing, il y a eu plein de choses, le Black One, le Yellow One, enfin des vélos un peu spécifiques, on a continué à communiquer dessus énormément. Eh bien, évidemment, c'est plutôt les jeunes actifs ou les étudiants, et puis ils se sont rendus compte que c'était pratique. Par exemple, le V-Cube, on peut l'utiliser 24 heures sur 24,
Donc quand il n'y a plus de bus, quand il n'y a plus de tramway, eh bien, on se rend compte qu'il y a une grosse utilisation de V-Cube. Surtout le jeudi soir et le vendredi soir et le samedi soir, évidemment. Mais quand même. Et puis des mouvements pendulaires entre le centre-ville et le campus. Donc au départ, c'était des gens qui ne faisaient pas forcément du vélo, qui se sont mis à faire du vélo, ou des gens qui avaient un vieux vélo qu'ils n'avaient pas retapé depuis longtemps, ils se sont mis à faire du vélo partagé. Et puis un certain nombre d'entre eux, quand même, après, se sont dit, tiens, si quand même je pouvais posséder mon vélo, ça serait plus simple. Donc, ont été voir les vélocistes, les vendeurs de vélos, de cycles, et ont acheté leur propre vélo. Donc, il y a aussi un phénomène du retour à la possession pour un usage beaucoup plus régulier et plus facile quand même. Parce que le V-Cube, la limite, c'est que de temps en temps, les stations sont soit vides, soit pleines, et c'est pas bon, c'est quand même une limite. Donc, quand même, on en touche à un public différent. Voilà. Et donc, le V-Cube a servi d'outil de communication. Je voudrais vous poser une question, Christine Bost, par rapport au... Je sais que dans le cadre de Mobilité 2030, Transgironde et le Conseil général ont beaucoup travaillé sur la concertation. Quand vous accompagnez le covoiturage, donc qui est plutôt du covoiturage de moyenne distance, on va dire, si on fait ou courte à moyenne distance, si on fait simple, qu'est-ce qu'attendent les citoyens? Qu'est-ce qu'ils vous disent pour améliorer cette utilisation du covoiturage? Est-ce que c'est les aires? Est-ce que c'est un site internet qui soit meilleur? Qu'est-ce qu'ils vous disent exactement? Bon, alors peut-être un petit peu pour parler un peu de la problématique du département de la Gironde, qui est vraiment spécifique et qui est différente de ce qu'on peut connaître dans l'agglomération, même si la communauté urbaine de Bordeaux, c'est la moitié des habitants du département. Il y a quand même une autre moitié des habitants qui sont hors communauté urbaine, sauf qu'il y a 75% des emplois qui sont concentrés sur la Cube. Donc effectivement, il y a quand même beaucoup de voyages qui se font hors cube et inversement, bien sûr, le soir. Donc nous, on a réfléchi à comment on pouvait essayer d'améliorer l'état de circulation sur les routes départementales, comment on pouvait contribuer au désengorgement aussi de la communauté urbaine, de la rocade, etc. Donc la première étape, ça a été la modification du réseau Transgironde. Donc gros succès, et même on est un petit peu victime de notre succès sur certaines lignes sur lesquelles on a mis en place un bus à haute qualité de service, en particulier sur la ligne Bordeaux-Lège, puisque l'on a ce fameux e-car qui offre le Wi-Fi embarqué, qui offre un niveau de confort plus exigeant que sur les autres lignes. Et bientôt, à la rentrée, la ligne Bordeaux-Langon sera également équipée. En deux mots, comme ça vous allez vite comprendre ce qui s'est passé. Nouveau réseau Transgironde en septembre. Entre septembre et janvier, plus 70% de fréquentation et avec aussi un grand nombre d'abonnés qui sont donc rentrés définitivement, on va dire, dans l'usage des transports collectifs. On a atteint en 4 mois les objectifs qu'on s'était fixés pour 3 ans. Bien. Mais le transport collectif, que ce soit TBC ou que ce soit Transgironde, il ne peut pas répondre à tous les besoins de mobilité des habitants de notre département. Et puis, c'est pas forcément souhaitable non plus, parce que nous serions bien en difficulté pour assumer financièrement cette exigence. Donc on travaille bien sûr sur d'autres dispositifs. Donc vous l'avez dit, on a lancé une grande démarche de discussion, de concertation qui a duré pratiquement 2 ans à l'échelle départementale pour aller à la rencontre des habitants et voir quelles sont véritablement leurs problématiques de mobilité. Les problématiques de mobilité sur le département, elles sont diverses en fonction des territoires. Et une des réponses, c'est la promotion du covoiturage, parce que la voiture individuelle reste, il ne faut pas la diaboliser, reste aussi un moyen de déplacement pertinent. Sauf que, on l'a vu, vous avez donné un certain nombre de chiffres, et puis les contingences économiques font que il y a effectivement beaucoup de personnes qui ne peuvent plus accéder à la propriété sur la communauté urbaine, donc s'éloignent de leur lieu de travail, s'éloignent du pôle central, parce que ils pensent que économiquement ce sera plus viable. Alors c'est plus viable quand on est dans le cadre de l'accession à la propriété, mais après, quand on fait le calcul de l'ensemble des postes,
eh bien, le poste transport est un poste extrêmement lourd. Donc, il y a une volonté d'aller sur des systèmes de partage de la mobilité. Donc, nous, on a mis en place un plan d'action d'accompagnement des territoires pour la mise en place d'aires de covoiturage. Donc, aujourd'hui, on a une trentaine d'aires de covoiturage qui sont d'ores et déjà implantées sur j'allais dire les 4 coins du département, soit à l'initiative des communes. Donc là, on finance, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 50% de l'investissement, etc. Soit on a eu un partenariat avec ASF sur l'aire de Langon, d'autoroute. Soit quand nous on réalise des investissements de voirie, eh bien on prévoit aussi des aires de covoiturage. Donc on aura, je pense à la fin de l'année 2013, une 40-50 aires de covoiturage sur le département. Donc une des premières demandes, c'est quand même soit de conforter, soit de créer des aires qui permettent d'améliorer en tout cas le covoiturage. Voilà, donc nous on travaille aussi sur l'identification, donc il y a une signalétique commune à l'ensemble du département que le Conseil général met en place, et puis on est en train de travailler on est en train de refondre notre site internet, et dans le futur site internet qui sera mis en ligne d'ici une petite année, eh bien on aura une page dédiée au covoiturage où moi je souhaite covoiturer, donc je m'inscris, je regarde où sont les aires de covoiturage les plus proches de chez moi. Je suis aussi candidat c'est moi qui prête ma voiture, ou je veux accéder à une voiture. Donc ça, ce sera sur le site Transgironde du Conseil général dans quelques mois. D'accord. Donc on essaie d'être proactif sur ces questions-là, et finalement de façon très égoïste, parce que pour éviter d'avoir à financer plus de transports collectifs et de permettre le désengorgement de nos voiries aussi. Alors ça me permet une très bonne transition, parce que la troisième question, effectivement, c'est comment ces mobilités partagées, alors on a beaucoup parlé du covoiturage, on a parlé de l'autopartage, on a parlé un petit peu du vélo, comment est-ce qu'elles s'intègrent dans l'offre qui existait déjà? Bon, jusqu'à présent, on a eu tendance à faire de manière un peu trop réductrice, je pense, la voiture ou le transport en commun. On voit que ce modèle ce paradigme arrive à sa fin et qu'il faut rajouter des offres. La mobilité partagée vient s'intégrer là-dedans. Comment est-ce qu'elle se substitue? Alors, je parlais tout à l'heure du fait que on voit de plus en plus de jeunes, par exemple, qui, au lieu de prendre le TER entre Bayonne et Bordeaux, par exemple, prennent le covoiturage parce que c'est beaucoup moins cher. Donc là, ça se substitue. On en voit d'autres qui se disent, ça me permet d'utiliser une voiture alors que j'en ai pas, donc là, finalement, c'est une nouvelle offre. Est-ce que Gabriel Plassa de l'ADEME, vous pouvez nous en parler un petit peu de cette multimodalité? Alors normalement, vous avez une super planche qui va s'afficher. Voilà. Ouais, C'était ça, je vais rentrer. Ouais, je vais en parler. Ouais. Peut-être en point de départ, pour vous donner un ordre de grandeur, effectivement, sur les pratiques de mobilité. Alors, on mène des études, que ce soit sur le covoiturage, pour l'autopartage, pour essayer de voir de quoi on part, quels sont les changements de comportement. Chaque jour en France, il y a 175 millions de décisions de déplacement. 175 millions de déplacements. C'est-à-dire qu'il y a 175 millions de décisions. À chaque moment, on dit, tiens, j'y vais en voiture, en bus, à pied. Et les outils que l'on a pour comprendre et pour connaître les pratiques de mobilité sont extrêmement insuffisants au regard de ces 175 millions de déplacements par jour qu'il faut connaître pour concevoir et designer l'offre de mobilité qui répond à la demande. Aujourd'hui, on a des outils qu'on appelle les enquêtes ménagères de déplacement, qui sont des photos à un instant T de comment 1000 ou 3000 personnes se déplacent dans un territoire. Ensuite, en faisant parler les statistiques, on en tire un enseignement. On dit à peu près, en moyenne, les gens se déplacent comme ça sur le territoire. On n'a pas une vision dynamique, c'est-à-dire on ne sait pas ces gens-là, la semaine d'après, s'il pleut, ou l'année prochaine, s'il y a un enfant qui arrive, comment ils vont changer. Donc on n'a pas de dynamique et on n'a pas de notion quasi temps réel des pratiques de mobilité. Donc ça, c'est un premier point. Alors pour essayer de... Je ne sais pas s'il y a un pointeur sur la petite... Le bouton rouge, là, non, il ne fait pas pointeur? Non, pas là. Il revient en arrière. Okay. D'accord. Donc, sur le petit schéma, vous avez donc de côté simplification pour l'usager. Parce que les offres qui marchent aujourd'hui, c'est qu'elles sont extrêmement simples à utiliser. Si ce n'est pas simple à utiliser, si le design de l'offre du site web ou les aires de covoiturage
Si tout ça n'est pas simple, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc simplification, et ça c'est une tendance qui va bien entendu se poursuivre. Et puis de l'autre côté, l'offre, complexification. Alors ça on verra après. Et au milieu, il y a ce qu'on a relativement peu parlé aujourd'hui, quand même, c'est que quand on partage, on construit une communauté d'intérêt. C'est ça l'objectif de ce petit schéma. Bien entendu, c'est rendu possible par le numérique, on le verra juste après. Mais c'est ce collectif qui porte un sens. C'est-à-dire que l'écologie, dans la plupart des services de mobilité, ça vient après en matière de critères de décision. C'est d'abord économique, c'est d'abord pour soi. Et ensuite, c'est pour le collectif. Disons que si on y gagne, c'est encore mieux. Et les outils numériques permettent d'avoir cette double vision. Combien je gagne et combien gagne le collectif. Et si les deux gagnent, alors il y a un effet d'entraînement qui est évident puisque tout le monde est gagnant et c'est le cas des solutions de mobilité partagée. Donc si on regarde le premier cercle, simplification, le citoyen équipé d'un assistant numérique de mobilité, eh bien, on va accéder à des connaissances sur les usages et les pratiques de mobilité et donc on pourra de mieux en mieux l'inciter, l'aider à changer de comportement, comme par exemple la voie dédiée sur la rocade, parce qu'on aura compris les usages et les pratiques. Et donc ensuite, ces données-là, en les partageant, en les gérant de façon collective, on va augmenter notre niveau de connaissance sur les pratiques. Et de l'autre côté, l'offre de mobilité, on part de la situation, le bonhomme, virgule 2, hein, dans une voiture, et puis on va d'une part augmenter le remplissage de la voiture, deuxièmement la rendre communicante, parce que dans les offres de services de mobilité dont on a parlé, les voitures deviennent communicantes, on peut y accéder facilement, l'ouvrir facilement. Et puis ensuite, on va faire venir d'autres véhicules conçus que pour ça, que pour des services de mobilité, des véhicules qui n'existent pas aujourd'hui. Et puis on a cette voiture puzzle qui est en haut, la multimodalité, c'est-à-dire l'accès à un service intégral de différentes offres de mobilité. Et donc ça, c'est beaucoup plus complexe à gérer pour un opérateur ou pour une collectivité. Et donc ce niveau-là, il va augmenter assez vite. Il va falloir être capable de gérer plusieurs offres en temps réel pour proposer une offre simple d'utilisation pour les citoyens. Donc ce qui veut dire qu'en fait, la mobilité partagée vient s'intégrer pleinement dans tous les systèmes de mobilité qui existent aujourd'hui et on est en train de créer une multitude de possibilités pour l'usager. On crée vraiment une multimodalité et du coup de l'intermodalité derrière parfaite, quoi. On peut imaginer ça comme une bourse temps réel de sièges libres, hein, et faire correspondre l'offre et la demande. Et à ça se rajoute ce qu'on a vu ce matin avec la notion de pair à pair, c'est-à-dire que ces systèmes-là, on peut soit le voir par des conceptions industrielles, c'est-à-dire un offreur de solutions va concevoir un service de mobilité, soit c'est les citoyens eux-mêmes qui vont concevoir les services de mobilité dont ils auront besoin demain, ou participer de plus en plus à la conception de ces services de mobilité. Alors pour gérer cette complexité, justement, parce que les usagers du coup se retrouvent avec un choix très très important. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils les connaissent, donc il y a quand même un acte de communication extrêmement fort. La deuxième chose, c'est qu'il faut réussir à les lier, c'est-à-dire si on veut faire de l'intermodalité, c'est comment est-ce qu'on la traite physiquement, par le web, etc. Est-ce qu'il y a des expériences aujourd'hui? J'ai entendu parler très récemment, là, cette semaine je crois, Plan Modalis, qui par exemple permet de cartographier toutes les offres de transport collectif et de véhicules, me semble-t-il, à 400 mètres, 1000 mètres, 2000 mètres autour de soi. Ça finalement c'est un liant de cette multimodalité. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ici en tout cas qui fonctionnent dans ce cadre-là, dans cette optique-là? Sur Modalis, c'est donc finalement, c'est très simple. C'est une carto dynamique qui reprend l'ensemble des possibilités de transport en commun à l'échelle du territoire du département, à l'échelle de la région même, je crois. Oui, il me semble aussi. Oui, à l'échelle de la région. Donc, finalement, c'est tout simple. Hein, c'est un outil qui n'existait pas et pour autant qui permet à l'internaute d'avoir très rapidement une lisibilité sur l'offre de transport qui est offerte, quoi. Sur cette question aussi de liant, on sait qu'il y a l'information voyageur qui joue quand même un rôle important. Il y a la question de l'open data. Quand Gabriel Plassa parlait tout à l'heure du fait qu'il faut aussi que la donnée issue de toutes ces possibilités de mobilité permettent de les améliorer encore, c'est-à-dire d'avoir de l'amélioration continue, d'optimiser les systèmes.
Il y a des politiques d'open data aussi en Gironde, au sein de la Cube, en Aquitaine. Ça, c'est quand même aussi des liants ou des facilitateurs, on va dire, qui sont quand même extrêmement importants. Alors peut-être Gabriel, revenir dessus, ou Clément. Moi, c'est sur autre chose. Moi, c'est pas sur l'open data. Bien que D'accord. la Cube est en open data, on est assez En fort fait, là-dessus. pour moi, il y a 4 paramètres à regrouper. Il y a à la fois l'accès aux données, multimodalité, pour pouvoir proposer une offre intégrée. Il y a la question de la gouvernance, puisqu'il faut gouverner ou du moins piloter plusieurs modes de transport. Il y a la question de la synchronisation d'acteurs industriels très différents, du monde de l'automobile ou du monde des véhicules lourds, du monde des services, du monde du numérique. Et puis, il faut expérimenter ça dans des territoires, des laboratoires vivants, pour avoir le retour des utilisateurs et concevoir avec eux les dispositifs, au final. Donc, il y a ces 4 points à mener en même temps. Et l'ADEME, on soutient des projets dans le cadre du Grand Emprunt des investissements d'avenir, dont un projet qui s'appelle Audace, qui est à Bordeaux, qui vise à rassembler ces 4 piliers-là pour expérimenter et concevoir des services. Clément Rossignol. Donc, je voulais dire un mot d'audace, justement. Donc, on a ici 2 partenaires, enfin 3 partenaires, la communauté urbaine de Bordeaux, C'est Autocool, presque fait exprès, même pas. et l'ADEME. Donc, c'est l'ADEME qui finance, c'est la Maïf qui porte. Donc, nous, on est simplement territoire d'expérimentation. Et donc, Audace, en fait, c'est prendre du covoiturage, de l'autopartage entre particuliers, de l'autopartage organisé, donc Autocool, et puis un assureur, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière, les changements de la mobilité, c'est qu'on ne va plus tellement assurer le véhicule, mais on va assurer le trajet. Et donc ça change complètement le modèle économique des assureurs. Donc on pourrait avoir un assureur à côté de nous et il pourrait nous parler pendant des heures de qu'est-ce que va être l'assurance de demain. Ça change radicalement leur métier, leurs tarifs et leurs projections financières. Et donc la MAIF. Et donc l'idée, c'est de avoir à terme, donc à terme c'est d'ici 1 an, un calculateur. Donc je veux faire un trajet finalement d'ici par exemple jusqu'à, je sais pas moi, Place de la Victoire à Bordeaux. Et bien avec sur mon smartphone, mon téléphone intelligent, je tape le trajet, puis on me dit bah voilà, il y a le bus, il y a le tram, il y a le V-Cube, il y a Autocool, il y a de l'autopartage entre particuliers avec les différents tarifs et puis le temps mis. Donc suivant le temps qu'il fait, voilà, il fait beau, il fait pas beau, suivant le temps que j'ai et suivant mes dispositions financières, et ben je peux choisir. Donc Audace, c'est un peu ça, voilà. Donc c'est sur le territoire de la Cube. Et ça me fait rebondir très bien sur le sujet, enfin, en tout cas la réflexion suivante, c'est là vous parlez clairement aussi du numérique qui a un rôle extrêmement important. Je parlais tout à l'heure avec Camille Henry de Drivey qui me disait on recrute des développeurs. Donc aujourd'hui on est quand même le développeur plus la personne qui réfléchit la mobilité s'entendent très bien, c'est un mariage qui fonctionne. On est quand même dans des usages qui peut-être n'existeraient pas, ou en tout cas n'existeraient pas de la même manière si le numérique n'était pas là, clairement. Alors peut-être Drivey, oui, vous pouvez nous nous en parler. on est pure player, on est site internet et appli. Et là, sur l'appli, il y a quand même 50% du trafic qui se fait sur l'appli mobile. Donc c'est quand même très conséquent. Et voilà, ça permet de connecter les gens. On ne serait pas là s'il n'y avait pas le numérique, c'est sûr. Nicolas Guenros, sur la partie numérique, est-ce que ça joue un rôle fondamental ou pas sur l'autopartage, sur Autocool ? Oui, ça joue un rôle fondamental, parce qu'on est en France aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a ou qui souffre d'une obsession pour l'innovation technologique et qui n'envisage aucun changement, aucune révolution en dehors de l'innovation techno. Et du coup, nous, on a vu un développement beaucoup plus important à partir du moment où on introduit la technologie, mais ce n'est pas vrai partout. C'est-à-dire qu'une entreprise comme Communauto à Montréal a atteint 20 000 adhérents avec aucun système embarqué, un système de petites boîtes où on mettait la clé et puis on remplissait le nombre de kilomètres, tout ça sur un mode participatif. Et nous, on essaye de ne pas se faire trop embarquer dans cette obsession de la techno en disant la première révolution, c'est une révolution comportementale parce que c'est la plus efficace et qu'elle est maintenant. La révolution technique, elle nécessite des investissements, etc. Mais c'est celle qui excite. On voit bien, c'est-à-dire que on voit bien qu'on crée de la déception quand on n'a pas le dernier gadget, etc. Mais encore une fois, l'autopartage, c'est quelque chose de très simple. Le numérique permet de l'accélérer, mais la base, c'est quand même d'accepter un changement de comportement et d'accepter d'être dans une relation à ses envies qui n'est pas basée sur le caprice finalement. Mais le développement durable, c'est un peu pareil.
effectivement, c'est assez parallèle. Gabriel Plassat, sur la question du numérique, quel rôle pour le numérique? Quel rôle pour le numérique et la mobilité partagée? Donc j'ai un petit peu dit, ça abaisse la barrière à l'expérimentation. On peut plus facilement aller vers un service de mobilité nouveau, que l'on n'a jamais expérimenté avant. Ça va apporter des connaissances nouvelles sur comment les gens se déplacent, et donc de pouvoir repenser à la fois les services et les objets, les véhicules, à partir de ces nouvelles connaissances. Et ça fait émerger la conscience du collectif, c'est-à-dire de cette communauté que l'on crée dans les différents services. La communauté, elle se voit elle-même. C'est-à-dire qu'on a le niveau individuel, ce que l'on ressent et ce que l'on y gagne, et ce que gagne le collectif. Et ça, c'est simultané, et ça permet donc, pour la première fois, mais ça c'est l'économie collaborative au sens large, il n'y a à la fois rien de nouveau, c'est-à-dire que ça existait depuis toujours, mais là ce qui est nouveau, c'est qu'on est capable de le faire en très grand nombre, avec des gens qui ne se connaissent pas, et l'outil permet de créer un minimum de confiance pour le faire. Donc finalement, le numérique permet de faciliter et de créer des outils, il permet de créer de la donnée et donc d'améliorer les systèmes, et il permet de créer un effet de communauté, un effet collectif intéressant. Clément Rossignol, vous vouliez intervenir sur cette question? Juste au niveau du numérique, pareil avec son téléphone, bientôt, sur la Cube mais ailleurs, on pourra prendre un vélo partagé, prendre une voiture partagée, prendre le bus, le tram, le bateau, d'ailleurs le BAT-Cube, ou la voiture du voisin. Enfin, ça va vraiment devenir intégré, et comme il y a plus de téléphones portables que de cartes bancaires en France, eh bien, on donne un accès à la mobilité générale au plus grand nombre. Par rapport à une question précédente, à savoir la mobilité partagée au niveau des politiques publiques, quel rôle? En fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que si on regarde un peu les objectifs au niveau de la communauté urbaine de Bordeaux, du pourcentage de déplacement en transport en commun, pour l'instant, on doit être à 12-13%. Nos objectifs, qui sont des objectifs ambitieux d'un point de vue financier et d'utilisation, on veut doubler. On veut passer à 25% d'ici 2025 à peu près. Mais ça veut dire que tout le reste va se faire soit à pied, soit à vélo, soit en voiture. D'ailleurs, la voiture, on voudrait passer de 60% à l'heure actuelle à 35%, donc presque divisé par 2. Et donc ça, on ne peut le faire qu'avec le covoiturage, l'autopartage, les vélos partagés, enfin vraiment la boîte à outils de la mobilité, où vraiment les habitants choisiront au moment voulu le meilleur moyen de transport en fonction du déplacement voulu. Donc ça, vraiment, ce qui se passe actuellement en termes de mobilité, c'est une véritable prise de conscience que la mobilité urbaine, puisque c'est un petit peu le cas, c'est pas simplement le bus et le tram. C'est l'armature, c'est la colonne vertébrale, c'est extrêmement important, mais au mieux du mieux, c'est 25%, 30% des déplacements. Donc tout le reste doit être aussi géré, doit être aussi mis en musique. Et d'ailleurs, dans le cadre en ce moment du débat parlementaire, législatif, la réforme territoriale, les collectivités territoriales qui gèrent les déplacements vont aussi pouvoir gérer donc les transports en commun, mais aussi le covoiturage, l'autopartage et les vélos partagés. Vous avez devancé ma question. Gabriel, vous aviez quelque chose à rajouter, non? Ouais, finalement, je voulais poser une question spécifique aux collectivités, mais je pense que vous avez déjà pas mal expliqué ce que vous faisiez, des politiques publiques qui sont extrêmement importantes. Mon smartphone, qui est extrêmement performant, me sert de chronomètre. Donc c'est quand même une fonction excellente, hein. Et il me dit qu'il reste quasiment 10 minutes, et on m'a dit aussi qu'il fallait que je garde du temps pour que la salle pose des questions, et peut-être même que les internautes en posent. Donc il reste à peu près 10 minutes, je pense qu'on va essayer de faire ça. Je fais passer ces micros-là dans la salle. Oui, il y en a, oui, je les amène. Alors hop, je vais en piquer quelques-uns. Hop, je peux le piquer. On en a, oui. Bien, j'ai une question, oui. Il me semble qu'il y a un acteur essentiel de la mobilité qui a été oublié dans cette table ronde, qui est le monde de l'entreprise. Et notamment, moi j'aimerais savoir si vous avez des négociations avec les entreprises sur l'adaptation du temps de travail, sur les horaires de travail et la répartition de ces horaires dans la journée. Voilà. Je pense que c'est aussi un acteur essentiel, il ne faut pas l'oublier. Et je pense que la mobilité, ça passe aussi par la souplesse et l'adaptation. On répond au fur et à mesure ou... Je pense qu'on peut, oui, directement répondre au fur et à mesure, c'est plus simple. Hein. Ben, tout à fait. La question de l'organisation et de l'activité même de l'entreprise est essentielle. Donc,
Parallèlement au projet Audace, il y a un projet qui s'appelle Bretagne Mobilité Augmentée qui vise précisément à ça, hein, c'est-à-dire à partir de l'activité de l'entreprise, des ménages ou des territoires pour concevoir ou reconcevoir l'organisation, donc par exemple les horaires, mais aussi les modes de management, les modes de téléactivité. Et en partant de là, on réinterroge ensuite les solutions de transport traditionnelles, voire on les co-conçoit avec l'organisation qui aura bougé. Donc on fait bouger offre et demande en même temps. C'est effectivement essentiel. Et c'est très puissant comme outil. Alors vous avez tout à fait raison. Donc il existe des plans de déplacement d'entreprise ou plans de déplacement d'administration où l'employeur réfléchit avec souvent les collectivités territoriales, hein, pour mieux penser la mobilité des salariés, des employés, en termes environnemental, en termes économiques, puis en termes aussi de rationalité du temps de travail. Donc sur la communauté urbaine de Bordeaux, on a monté un club de la mobilité avec l'ADEME et la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Ça marche bien. De plus en plus d'entreprises adhèrent à ce club pour mettre en place des plans de déplacement, entreprises ou grandes administrations. Par ailleurs, on a eu un débat initié par Vincent Feltès, le président de la communauté urbaine de Bordeaux, qui s'est intitulé « Le Grenelle des mobilités girondines » pour essayer de réfléchir à repenser, donc en lien avec le département, hein, évidemment, et la région, et la préfecture, et puis de nombreux acteurs locaux. Et une des solutions préconisées, c'est de mettre en place une agence des temps, à savoir réfléchir bien, aux heures d'embauche et de débauche, que ce soit des entreprises, mais aussi par exemple les écoles, parce qu'on sait bien que le premier déplacement pour aller déposer ses enfants à l'école, on le fait souvent en voiture, et puis après on garde sa voiture tout le reste de la journée. Donc si on pouvait harmoniser ou décaler un petit peu les ouvertures ou les embauches, on pourrait comme ça diminuer la période de pointe, là où il y a la majorité des difficultés de circulation. Donc je pense qu'on peut partager son véhicule, son trajet, donc là on peut partager son temps. Et puis il y a aussi un autre mode qui a été oublié, c'est la marche à pied. Et c'est le développement des bus pédestres. Voilà, donc on peut partager son trajet à pied pour aller à l'école. Christine Bost. Oui, il y a un autre sujet sur lequel on est en train de réfléchir, donc à l'échelle du département, mais probablement aussi à l'échelle de la CUB, c'est la question des tiers-lieux. Et donc il y a un certain nombre de projets qui sont en cours de mise en place sur le département de la Gironde. En particulier, je pense à un qui est pas loin de Saint-André-de-Cubzac, sur la commune de Marsas, où la maire de la commune a vraiment travaillé le sujet et l'outil est pas loin de voir le jour. Donc nous, on se positionne aussi en tant qu'aiguillon et en tant qu'acteur aussi pour essayer de faire en sorte de développer ces lieux de coworking qui permettent d'éviter bien d'engorger encore une fois les voies de circulation. Donc, les pistes de travail, il y en a, celles des tiers-lieux, bien sûr les plans de déplacement d'entreprise, c'est aussi un sujet qui est travaillé à l'échelle globale du département. Effectivement, c'est une bonne remarque parce qu'on n'avait pas parlé du partage du temps, mais qui est effectivement un levier fondamental. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, bonjour. En pleine face. Ici? Oui, je vous écoute. Sur scène, nous avons des initiatives privées, des initiatives publiques, il me semble parfois sur le même sujet. Si je prends l'exemple du covoiturage, qui détermine ou quand détermine-t-on qu'il s'agit plutôt d'une offre privée ou plutôt d'une offre publique? Qui veut répondre à cette question? J'ai cassé l'ambiance. Complexe. Sinon, moi, je peux répondre en partie. Nicolas, Moi, je peux dire un mot parce que Autocool, au départ, en 2001, c'est 3 personnes, donc 3 personnes, initiative privée qui mutualisent un véhicule. Et puis ensuite, on a monté une société coopérative d'intérêt collectif où on peut accueillir jusqu'à 20% du capital de partenaires publics. Donc on est dans une offre un peu mixte entre une société privée à but non lucratif avec des partenaires qui sont des partenaires publics, qui ne décident pas mais qui ont leur mot à dire parce qu'on est sur un territoire et qu'on est sur un sujet d'intérêt collectif. Donc il y a parfois effectivement un entre-deux qui est assez difficile à voir parce que ces activités, comme on l'a vu, ont un impact sur le bien collectif et sur la façon de vivre ensemble. Après, je peux vous donner aussi un autre exemple. Sur Lyon, il y a un troisième projet qui est le projet Optimo de Lyon, où là, le Grand Lyon, en fait,
vise aussi à développer une offre de mobilité multimodale et accède à des données de sociétés d'autopartage ou de covoiturage pour l'intégrer à son offre multimodale. Donc il y a un mélange en fait de public et de privé. Si c'était ça votre Oui, votre je pense que question. c'est ça. Et puis aujourd'hui, en plus, on est quand même à un moment où toutes ces offres-là sont en train de monter en puissance. Il n'y a pas vraiment de gestion qui dit c'est le privé qui doit faire, c'est le public. Tout fonctionne plutôt bien. Je pense qu'il faut une place pour tout le monde. Et certains modèles privés répondent très bien à la demande. D'autres sont des modèles publics qui répondent, notamment sur le covoiturage. C'est un petit peu ça aussi. Et c'est Oui. un petit peu comme ça que ça fonctionne. Si vous permettez, je pense qu'en plus on est à un moment un peu charnière où là, enfin, on le constate bien, la société est en train de changer, on ne sait pas exactement où on va, donc on est dans un moment un peu, je ne vais pas dire critique, hein, mais de changement de modèle. Donc on se cherche tous un petit peu de savoir qui doit faire quoi. Moi, je n'ai pas forcément de religion en la matière. On est en train de construire les choses petit à petit et on recherche peut-être le modèle idéal. Je ne sais pas lequel il est, mais... Pour revenir sur cette question-là, comme le disait Clément Rossignol juste avant, dans ce qui est en train de se réfléchir aujourd'hui, notamment sur la décentralisation, la question de l'autopartage, du covoiturage, des vélos partagés se pose. Elle commence à être proposée et être intégrée dans les textes, mais elle n'est pas non plus très claire. Et peut-être d'ailleurs que le fait qu'elle ne soit pas très claire, c'est pas une si mauvaise chose que ça, parce que ça laisse un petit peu de liberté et de latitude pour faire avancer les choses. Donc on est tout à fait d'accord avec vous dans un entre-deux, je pense. Oui, et puis la question de l'ouverture, de l'open data, d'ouverture des données, on va avoir demain un jury d'appel à projet qui a permis à différentes équipes de travailler sur le contenu des données publiques et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc il y avait parmi les thématiques, il y a la thématique de la mobilité. Donc je ne vais pas dévoiler les choses qui sont proposées, mais les gens qui vont s'emparer de nos données, ils vont aussi inventer de nouvelles choses et voilà, il y a des nouveaux modèles des nouvelles propositions qui vont venir. Certaines seront meilleures que d'autres et certaines vont être constitutives aussi d'une future façon, d'une nouvelle façon de faire, de vivre et de se déplacer peut-être. Est-ce qu'on m'autorise à prendre une dernière question? Oui, non, je regarde là-bas. Oui, une. Alors, une dernière question. Je ne sais pas où elle est. Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs? Oui, en haut là-bas. Alors, je ne sais pas si on peut amener un micro à la personne, ça serait super. Voilà, je vois quelqu'un qui court. Merci pour ce sprint. Merci, bonjour. Ma question était au sujet du fait que M. Rossignol relevait qu'on avait pris conscience du fait que le multimodal intégrait beaucoup plus que les transports publics, tram et bus. Et de quand date cette prise de conscience et quel est son impact sur la densification de l'habitat? De quand date la prise de conscience de la multimodalité? Alors ça dépend qui. Je pense que les spécialistes, ça fait longtemps qu'ils le disent. Après, le grand public, ça commence à peine. Ouais. Les élus, c'est en ce moment, on va dire. On est en plein dedans. Je pense que dans les prochaines délégations de services publics, la plupart, transport, hein, la plupart comporteront des options covoiturage peut-être, autopartage, véhicules électriques, ce genre de choses. Donc on est dedans, vélo, partagé. On est dedans. Après, la question, si c'est la question, c'est le lien à l'urbanisme, évidemment, c'est très fort. On ne peut pas avoir une politique de transport sans avoir une politique d'urbanisme intégrée, réfléchie. Et à nos yeux, en fait, une bonne politique d'urbanisation, c'est une politique où on peut intensifier la ville, densifier en quelque sorte, autour des centres urbains, autour des gares, autour des axes de transport en commun, pour après laisser plus d'espace au territoire naturel, à l'agriculture, à la campagne, et donc avoir un aménagement du territoire qui est harmonieux et équilibré. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qui est discuté à l'heure actuelle, la révision du plan local d'urbanisme sur la communauté urbaine de Bordeaux. Je parle sous le contrôle de Christine Boss qui est en charge de cette question-là, entre autres, sur la CUB, mais qui intègre les trois volets. C'est-à-dire que c'est un PLU, plan local d'urbanisme, type dit Grenelle, c'est-à-dire qui intègre l'urbanisme, le logement
et aussi les déplacements. Donc on essaye de tout intégrer d'un coup. Juste, enfin, pas pour revenir sur ce que vient de dire Clément, puisque la question de la densité, c'est une question qui est bien sûr au centre des politiques publiques, au centre des préoccupations de la communauté urbaine, mais également du département, puisqu'on vient d'achever à l'échelle départementale une longue discussion et de longs échanges avec les territoires sur la question de l'interscot, donc des scots sur chacun des territoires girondins, et au cœur des préoccupations, au-delà de la question des déchets, du logement, il y avait bien sûr aussi la question de la mobilité extrêmement, intrinsèquement liée à la question de l'urbanisme. Est-ce qu'on continue de construire dans des hameaux éloignés des voies de circulation principales? Est-ce qu'on incite les élus locaux à densifier les centres-bourgs? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui sont posées et qui sont vraiment liées à la façon de se déplacer et à la façon de consommer l'espace aussi. Question très pertinente. On aurait pu continuer sur la question de l'habitat, du logement, de l'urbanisme et de la mobilité pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, il ne me reste plus qu'à remercier. Alors, je vois que j'étais pas très bon sur le numérique parce que j'ai complètement squeezé Twitter. Alors, ce que je vous propose pour me rattraper, c'est que si vous voulez aller un petit peu plus loin sur toutes les questions qu'on a traitées cet après-midi, je crois que la quasi-totalité des membres là de mon panel sont sur Twitter, me semble-t-il. J'ai dit quasi, c'est pour ça. Donc, Gabriel Plaça, Transport du Futur, Camille Henry pour Drivey, Autocool est présent sur Twitter également, Clément Rossignol également. Donc, vous pouvez aller suivre toutes ces réflexions sur les réseaux sociaux, comme ça me rattrape pour tous les gens qui vont crier sur Twitter. Merci beaucoup de votre attention. Je pense qu'il est temps pour vous de faire une pause, à mon avis, donc je vous la souhaite excellente avec un très beau temps.